Alexandre Ouizy, bonsoir, sénateur PS de l'Oise. Et enfin, Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint Les Républicains. Bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être ici. Vous avez entendu Bruno Retailleau s'exprimer aujourd'hui. Est-ce qu'il a raison, je vais donner la parole par exemple à Alexandre Ouizy, est-ce qu'il a raison de dire que c'est stupide de sortir dans les rues et d'aller bloquer certaines infrastructures, par exemple? Si vous demandez à un socialiste si toute l'histoire du mouvement social dans ce pays est stupide, la réponse est non. Si vous demandez, nous, quel est notre rôle dans ce moment, alors là, les choses sont différentes. Notre rôle à nous, c'est de trouver une solution pour aller de bloquons tout vers changeons tout. Et donc, nous, notre responsabilité, c'est de trouver une voie de passage qui permet à ces colères populaires d'avoir un débouché politique. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec le contre-budget et tout ce qu'on a présenté. Laurence Saillet, est-ce que ça vous étonne que Bruno Retailleau dise que c'est stupide? Est-ce que ça met pas de l'huile sur le feu à 5 jours de ces mobilisations? Il a fait une différence entre la manifestation, qui est autorisée effectivement et logique. Vous avez raison, il a dit que les Français avaient le droit de manifester. Et le blocage, et c'est pour ça que, monsieur, vous n'avez pas été trop clair sur votre position sur le blocage, mais vous y reviendrez sûrement, parce que bloquer la France, en fait, une France qui est déjà dans un état, comme on l'a décrit, et je crois que tout le monde est d'accord sur le constat, c'est un peu comme si vous alliez au bord du lit d'un malade sous perfusion et que vous étiez en train de le secouer ou alors de lui mettre un oreiller sur la tête. Enfin, vu l'état du pays, je ne comprends pas qu'on puisse appeler à un blocage. Qui va subir les conséquences? Ce sont les commerçants, ce sont les petites entreprises, ce sont les petits. Les gros vont pas souffrir. Mais on va encore mettre, si vous voulez, les entreprises dans une situation difficile. Quand on dit il faut plus acheter, il faut plus consommer le jour-là, mais qui va en subir les conséquences? C'est irraisonnable. Franchement, je ne comprends pas. D'ailleurs, il y a eu un appel, et là, Monsieur Safran pourra nous en parler, des patrons que je salue, qui ont dit, mais laissez-nous travailler dans Challenge, laissez-nous travailler, laissez-nous faire de la croissance. Ça fait 2 rentrées où, effectivement, la situation politique amène les entreprises et l'économie dans le mur. Cette gauche qui soutient ces mouvements est totalement irresponsable. Néanmoins, il y a une colère qui monte, il y a beaucoup d'exaspération. Est-ce que ça ne peut pas être vécu comme une provocation, les mots du ministre de l'Intérieur? Non, mais c'est des mots qu'on attendait du ministre de l'Intérieur, il n'y a pas de surprise. Ce sont des mots que vous attendiez? Raisonnable. C'est stupide. Raisonnable. Qui est raisonnable depuis maintenant plusieurs mois, depuis la dissolution en réalité, qui est raisonnable? On est dans un contexte qui n'est pas raisonnable, justement. Le président de la République a prononcé une dissolution qu'1 an après, personne ne comprend, y compris parmi ses plus proches. Le Premier ministre a fait un choix où il savait parfaitement qu'il allait perdre. Donc on n'est pas dans une situation qui est raisonnable aujourd'hui. Donc vous comprenez ces Français qui sont en colère? Ces Français qui sont en colère, ils le sont. On va savoir le 10. Rien ne dit, pour l'instant, que le 10 sera un grand succès. Il faut attendre, il faut voir ce qui se passe. Il y a les syndicats ont pris du champ par rapport au 10. Il y a la mobilisation du 18. Donc il faut être aujourd'hui extrêmement prudent par rapport au 10. Alors on va regarder à quoi s'attendre à partir du 10 septembre parce que les choses bougent beaucoup. Il y a certaines choses qui seront bloquées. Les infrastructures notamment, regardez, on parle de gares, de ports, de routes, en tout cas notamment sur les réseaux sociaux. Regardez les hôpitaux et le secteur de l'énergie qui sont déjà en grève. Et puis il y aura ce mouvement Bloquons tout le 10 septembre donc. Et puis l'intersyndicale qui a annoncé déjà un mouvement le 18 septembre. Aurore Malval, est-ce que, quand Bruno Retailleau dit que le pays n'a pas besoin d'être bloqué, il a besoin d'avancer, est-ce qu'on peut considérer qu'on avance dans la bonne direction? Par rapport aux propos, que les propos de Bruno, disons qu'il est cohérent en tant que ministre de l'Intérieur, qui plus est un ministre de l'Intérieur des Républicains, qui n'a jamais fait montre d'une grande sensibilité par rapport au mouvement social ou aux expressions de la colère populaire dans la rue. Après, la bonne direction, sûrement pour lui, parce que effectivement, la force, je dirais, de la mobilisation du 10 septembre, de son ampleur, dépendra un petit peu la suite. Il est évident qu'après la chute du gouvernement de François Bayrou qui devrait, selon toute vraisemblance, advenir le 8 septembre, eh bien, il y aura le 10. Donc, c'est aussi une façon, en tout cas pour certains, de mettre une pression supplémentaire, effectivement, sur le pays pour éventuellement orienter aussi les décisions qui vont être prises et qui vont être prises par le président de la République sur le prochain gouvernement, sur une éventuelle dissolution, voire
espèrent certains, et notamment à gauche, mais d'ailleurs à l'extrême droite aussi, une éventuelle démission. Donc évidemment que Bruno Retailleau n'a absolument aucun intérêt, je dirais à la fois en tant qu'homme politique et ministre de l'Intérieur, à ce qu'il y ait effectivement un blocage du pays ou une manifestation en tout cas d'ampleur d'une colère populaire. Pierre-Henri Dumont, je vois que vous avez envie de défendre Bruno Retailleau. Il est déjà très bien défendu. Simplement vous dire que c'est son rôle évidemment de ministre de l'Intérieur de rappeler qu'il y a une liberté constitutionnelle. Est-ce que c'est son rôle, pardon, mais d'employer des mots comme cela, c'est stupide, ça ne sert à rien de faire ça. Est-ce que ça ne peut pas jeter de l'huile sur le feu? Non. La réalité, c'est que chacun est libre de faire grève, c'est un droit qui est garanti par la Constitution, mais bloquer, tel que c'est prévu de le faire, l'ensemble des services publics, qui, je le rappelle, sont quand même l'apanage, sont quand même quasiment la seule richesse de ceux qui ont peu ou rien, c'est quelque chose qui est, à mon sens, en dehors de tout propos. Surtout que si on revient sur la genèse de cette manifestation du 10, souvenez-vous, au début de l'été, c'était d'abord des mots d'ordre qui étaient plutôt lancés par ce qu'on a appelé le mouvement des Nicolas qui payent, c'est-à-dire des gens qui s'estimaient devoir payer trop d'impôts, estimaient que le service public qui était rendu par rapport à ce niveau d'impôts était pas du tout au niveau attendu, et c'est des gens qui demandaient moins d'impôts, moins de taxes, plus de liberté de façon générale. Et on a eu une prise en main, une OPA hostile de ce mouvement au milieu de l'été par Jean-Luc Mélenchon et par la France Insoumise, qui, on le sait bien, sa stratégie, c'est la stratégie du chaos, avec un détournement profond du sens de cette première manifestation, et on se retrouve donc aujourd'hui avec... Ce n'est pas un mouvement qui est politisé à l'origine. Oui, mais pardon, mais aujourd'hui c'est le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, c'est ça la réalité. C'est le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. C'est en tout cas Jean-Luc Mélenchon qui a très clairement indiqué, et ça a fait les gros titres de la presse pendant de nombreux jours. Il me semble qu'il a dit qu'il soutenait le mouvement. Il ne me semble pas qu'il ait dit que c'est mon mouvement. Avec sa force de frappe. Avec ce qu'il représente dans l'opinion, on sait très bien que ce sera détourné. Oui. Juste une remarque. Alors rapidement, parce qu'Alexandre Rousier voulait parler. Quand Bruno Retailleau dit que c'est stupide et que ça ne sert à rien, c'est pas le ministre de l'Intérieur qui parle. C'est le président de LR. Il est dans un combat politique, là, ce n'est plus le ministre de l'Intérieur. Et ça, c'est important à dire, je crois. Bernard Sananès, vous vouliez juste dire quelque chose? Premier, je vous donne la parole. Oui, parce qu'on évoque la question de savoir si le 10 va être un succès. Maurice parle évidemment du 18 derrière. En fait, personne, comme souvent en météorologie sociale, ne peut prédire quelle sera l'issue de la mobilisation. Mais pourquoi? Parce que quand on demande aux Français ce qu'on a fait chez Lab cette semaine, quels sont les mots qui caractérisent leur état d'esprit, on a quelque chose d'assez équilibré. D'une part, entre l'inquiétude qui arrive en tête, inquiétude face à la situation économique du pays, face au déficit, face, on l'a vu avant sur ce plateau, à la situation géopolitique, au risque climatique. Donc l'inquiétude, c'est le premier sentiment. Quand on est inquiet, quand on a peur, c'est pas toujours dans ces moments-là qu'on choisit de manifester. Mais juste derrière l'inquiétude, les Français expriment à la fois un sentiment d'exaspération, vous l'avez dit, Émilie, et de colère. Et quand on totalise l'exaspération et la colère, c'est au-dessus de l'inquiétude. Donc on voit bien que ces deux sentiments, je vais pas dire vont s'annuler, mais au contraire risquent d'être en balance dans l'esprit des gens. Est-ce qu'il faut effectivement exprimer sa colère? Cette colère, elle a été amplifiée par le projet de budget du Premier ministre, qui a été notamment sur la mesure des jours fériés, on en a beaucoup parlé, une symbolique qui a exacerbé l'opinion. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a le sentiment que le spectacle de la politique est un spectacle aujourd'hui navrant. C'est ce que nous disent 8 Français sur 10, c'est que les politiques n'apportent pas de réponse à leurs problèmes, à leurs difficultés, à leurs souffrances. Et ça, effectivement, ça pousse, ça amplifie cette colère. Maintenant, de là à dire qu'il y aurait des points communs avec le mouvement des Gilets jaunes, ce qu'on entend ça ou là, je pense que c'est un peu plus compliqué et un peu plus difficile à dire. On va l'évoquer justement et on va voir à quoi est-ce qu'on pourrait justement comparer ça, puisque certains parlent aussi de nuit debout notamment. Mais d'abord, peut-être, Alexandre Ouizy, je voulais vous faire réagir sur ce que nous disait Pierre-Henri Dumont sur ce mouvement Bloquons tout. Est-ce que c'est le mouvement de Jean-Luc Mélenchon? Oui, je réagissais en effet à ça. C'est le mouvement d'abord de François Bayrou. C'est son héritage, c'est son legs, c'est ce que vous disiez il y a un instant, c'est-à-dire que et d'Emmanuel Macron. Lorsque vous avez un président de la République qui ne répond jamais à la colère sociale, ne tire pas les leçons des élections qu'il a lui-même convoquées, ou le fait si une seule fois, en 2018, lorsqu'il y a des gilets jaunes sous ses fenêtres qui disent « on est là ». Et à ce moment, il y a un petit bouger sur la politique économique. Comment voulez-vous que les Français se disent qu'ils ont d'autres moyens que cela? Par ailleurs, je souligne quand même un paradoxe dans ce que vous disiez qui m'a interpellé. Vous disiez, c'était pas stupide finalement quand c'était les Nicolas qui payent, ce qui va un peu dans le sens de ce que vous disiez. C'est d'abord
le président de LR qui parle, parce que ce qui est stupide pour lui, c'est les revendications qui sont portées par ce mouvement. Et donc on est là quand même, en effet, pas pour un mouvement qui est celui de Jean-Luc Mélenchon, un mouvement qui est l'héritage, le legs, peut-être la seule chose qui restera après le 8 de François Bayrou. Voilà la réalité de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Maintenant, quant à l'ampleur, vous avez raison. Personne ne déclare qu'il va y avoir. C'est aux Français qui se saisissent ou non des choses. Nous, notre et dans un instant, on va donner la parole à certains qui ont l'intention de se mobiliser. C'est de se dire qu'est-ce que nous en faisons, qu'est-ce qu'il y a derrière, quels vont être les mots d'ordre, et à nous de proposer une solution politique. Laurent Sayet. Le grand problème, je pense, c'est que personne ne sait vraiment quelles sont les revendications. Parce que vous avez des gens à l'intérieur de ce mouvement qui peuvent être pour les ZFE, d'autres qui sont contre les ZFE. Ils étaient contre les mesures de François Bayrou. Ce que j'entends, ce que je veux dire, la mesure des jours fériés, c'est une mesure harakiri totalement explosive et clivante. Quand il a annoncé cette mesure, je me suis dit, en fait, il s'en va. Parce que, évidemment, que quand on annonce ce type de mesure, alors que vous avez quand même 40%, je répète toujours ce chiffre parce que je trouve ça dingue, des gens qui sont au RSA qui ont moins de 35 ans. Ça veut dire que quand même, vous avez une partie de gens qui considèrent qu'ils n'ont pas à travailler, même en étant jeunes et en pleine santé. Ça me semble et que d'un autre côté, si vous voulez, on va enlever des jours fériés à des gens qui bossent et dans des conditions très souvent difficiles avec des salaires bas. Je trouve ça d'une injustice totale. Mais maintenant, François Bayrou va tomber. Donc je ne comprends même pas quelles vont être les revendications, puisqu'on repart quelque part un peu à zéro. Je vois pas comment le président ne peut pas dissoudre, parce que là, s'il remet quelqu'un du bloc central, on va refaire un tri répétitas. Donc quelles sont les revendications? Vous-même, vous êtes gêné, je pense, à cause Laurent de ça. Sayet, je voudrais peut-être qu'on pose la question à Sarah Rami et Noam Peter. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Vous avez 19 et 22 ans. Vous avez décidé de participer à ce mouvement Bloquons tout le 10 septembre. Justement, on se demande sur ce plateau, quelles sont vos revendications? Pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision? Le 10 septembre, c'est un mouvement populaire, un mouvement citoyen et transpartisan qui est là aujourd'hui pour faire tomber Macron, pour faire tomber toutes ces politiques austéritaires, parce qu'on voit des gouvernements successifs qui imposent des politiques tout aussi austéritaires les unes que les autres, qui sont en contraire avec la pérennité que doit avoir le peuple français aujourd'hui et le peuple de France. Aujourd'hui, les Français et les Françaises, ils ne sont pas satisfaits de ce qui se passe. C'est des gouvernements successifs qui imposent des mesures austéritaires. Il y a une casse sociale qui est totalement injuste. Il y a des coupes budgétaires dans les services publics. On voit des dégradations au sein des hôpitaux, au sein des écoles, au sein des associations pour les protections des femmes, au sein des associations qui protègent aujourd'hui les gens les plus en besoin en France. On voit une dégradation complète de train de vie des Français, du quotidien des Français et des Françaises. Il y a un besoin aujourd'hui de mobilisation. Il y a une colère sociale avec des dizaines de crises continues aujourd'hui. Il y a des crises politiques en sans fin avec Macron et tous ses gouvernements et ses politiques néolibérales qui ont lieu depuis des décennies. Il y a eu la crise des Gilets jaunes, il y a eu la crise de la réforme des retraites, il y a eu la crise suite au meurtre de Naël, il y a eu la crise suite au génocide palestinien. Aujourd'hui, il y a énormément de crises politiques qui ne peuvent pas se résoudre si ce n'est par une vraie mobilisation populaire, et c'est pour ça que le 10 septembre est là. Le 10 septembre, ça va être une mobilisation forte, une mobilisation populaire qui est là pour unir les Français et les Françaises du bas contre ceux du haut et contre les classes dirigeantes. Nous, notre mot d'ordre, c'est on ne veut plus, puisqu'on ne veut plus de Macron, on ne veut plus de ces politiques austéritaires, on ne veut plus de ces politiques néolibérales. Ce qu'on veut, c'est reprendre la main sur les décisions démocratiques qui se passent dans ce pays. Est-ce que vous considérez qu'il faut nécessairement faire des blocages pour se faire entendre? On pense qu'il faut utiliser tous les moyens nécessaires pour débloquer le pays. Et débloquer le pays aujourd'hui, c'est faire partir Macron. Et aujourd'hui, on a tout essayé. C'est-à-dire que l'année dernière, on a eu des élections pour faire partir Macron. Elles ont donné un résultat qui était c'était un signal majoritairement contre Macron. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est maintenu au pouvoir et il a mis en place des politiques toujours plus austéritaires. Donc c'est pas très sérieux. Et nous, on est prêt à utiliser tous les moyens nécessaires pour le faire partir. Si ça veut dire que le 10, il faut bloquer, on sera là pour bloquer. Mais avant tout, et je tiens à le préciser aujourd'hui, il faut aussi rappeler que les gens qui vont manifester et faire la grève ce mercredi 10, c'est des travailleurs. C'est des gens qui voient dans leur quotidien les conséquences en fait de l'austérité. On le voit par exemple chez les cheminots
qui en fait très concrètement voient le service ferroviaire se dégrader, c'est-à-dire que les infrastructures ne sont plus investies, ce qui cause un danger en fait très concrètement et pour les usagers et pour les travailleurs. On voit aussi chez Enedis, les travailleurs de Enedis qui sont actuellement en grève. Ces gens-là, ils font tourner la société et ils savent mieux que la classe dirigeante aujourd'hui que c'est plus possible de continuer comme ça et qu'on ne veut plus. Parce qu'en haut, ils sont plus capables en fait de diriger la société. Ils ne peuvent plus. On voit aussi que en fait leur budget ne fait que c'est d'ailleurs exactement ce que nous disait Bernard Sananès en plateau sur cette exaspération et cette colère. J'ai juste une dernière petite question, s'il vous plaît, puisqu'il en était question en plateau. Est-ce que vous considérez que c'est le mouvement de Jean-Luc Mélenchon? Non. Le mouvement du 10 septembre, c'est un mouvement, encore une fois, populaire, un mouvement citoyen qui unit tous ceux d'en haut contre ceux d'en bas. Et encore une fois, avec notre mot d'ordre, on ne veut plus, ce qu'on aimerait appuyer, c'est que une situation pré-révolutionnaire, elle se crée lorsque les gens du milieu basculent vers les gens du bas pour se révolter contre ces classes dirigeantes qui ne peuvent plus diriger comme elles le font depuis des décennies. Ils ne peuvent plus tenir. On voit les crises politiques qui se continuent. On voit les 500 familles les plus riches de France aujourd'hui qui ont triplé leur fortune en l'espace de 10 ans. On voit 250 milliards d'euros d'aide de l'État aux entreprises. Ce n'est juste plus possible. C'est pas Mélenchon, c'est pas un syndicat, etc. qui mène cette mobilisation, mais c'est des gens qui sont syndiqués et Sarah Rami d'avoir été avec nous. Merci pour vos témoignages. C'était très précieux. Pierre-Henri Dumont, vous entendez cette exaspération et cette colère. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron va l'entendre, notamment quand on entend leurs revendications, c'est faire tomber le président de la République? Non mais, pardon, c'était un discours de Jean-Luc Mélenchon là qu'on vient d'entendre. À gauche de Mélenchon. C'est parce que, pendant que les deux intervenants discutaient, j'ai tapé leur nom sur Internet et il s'avère que par exemple le jeune qui était à côté de la jeune fille qui parlait est coordinateur dans le Nord des jeunes communistes. Donc en fait, c'est assez rigolo, c'est-à-dire que on dit non, c'est pas du tout un mouvement qui a été récupéré par l'extrême gauche, mais leurs leaders sont au Parti communiste et sont à LFI, c'est-à-dire qu'en fait, il suffit juste qu'ils changent de casquette et tout d'un coup, c'est devenu un mouvement citoyen qui en fait a exactement les mêmes buts politiques que Jean-Luc Mélenchon, à savoir le chaos dans le pays. Donc ça confirme exactement ce que je vous disais, le mouvement a été récupéré par Jean-Luc Mélenchon, infiltré par l'extrême gauche, comme ça avait été le cas avec les Gilets jaunes, et qu'un mouvement qui était un mouvement qu'on pouvait entendre, qui était un mouvement de colère saine, on sait la misère sociale. Je suis du Pas-de-Calais. Je le sais, cette misère sociale, je la vois tous les jours. Mais c'est détourné aujourd'hui, cette colère qui est chez nos concitoyens, elle est détournée par ces mouvements d'extrême gauche qui s'infiltrent partout et qui au final ne visent qu'une seule chose, le chaos, pour avoir le chaos institutionnel, et on l'a entendu, la démission du président de la République qui mettrait la France encore plus bas qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ce sont des propos factieux. C'est-à-dire que quand on parle de soulèvement, quand on parle de faire tomber le président, quand on considère qu'une législative, certains discutent du fait qu'il aurait dû nommer éventuellement à Matignon quelqu'un d'une FP, mais là ils disent même pas ça. Ils disent qu'il aurait dû démissionner parce que la législative n'avait pas donné de majorité. Donc ils mélangent tout, ils parlent du meurtre, entre guillemets, je suis pas sûr que ce soit le propos de Naël. Pour mémoire, les émeutes qui ont eu lieu après Naël, aujourd'hui, seront les Français qui vont les payer avec leurs assurances. Ils parlent de la Palestine. Enfin, on voit bien que tout ceci, malheureusement, tombe dans une dérive absolue. Et même les honnêtes gens, travailleurs qui souffrent et qui ont envie d'aller manifester dimanche avec une bonne volonté, il y en a, bien sûr, dans ce mouvement. Mais d'être mélangé à des personnes qui s'expriment ainsi, je trouve que c'est quand même très compliqué. Et avec les Black Blocs à côté. Ce qui est curieux, intéressant, c'est que ce mouvement est parti originellement sur des bases plutôt de droite, de critique des hausses des impôts, de liberté du travail, etc., etc. Donc il y a eu tout d'un coup par Jean-Luc Mélenchon une tentative de récupération. Et quand on écoute ces deux porte-paroles, ils sont nettement à la gauche de Mélenchon. Tout d'un coup, il y a un mélange entre les revendications sociales, la question palestinienne, qui est extrêmement étrange. Et si c'est eux qui portent le mouvement du 10 septembre, il y a beaucoup d'inquiétudes à avoir sur la réussite du mouvement du 10 septembre. Je suis pas sûr que ce soit eux qui portent le... Non, si, j'ai dit ils font partie de ceux qui vont venir manifester, mais quand on voit un petit peu, c'est quand même très composite. Il y a aussi d'anciens groupes de gilets jaunes qui, eux, proposent des grèves de la carte bancaire, par exemple, qui sont des actions plutôt originales, qui n'ont rien à voir justement avec, je dirais, la mobilisation sociale classique. Bon, je pense que ce mouvement est effectivement extrêmement composite et il y a plusieurs acteurs, mais tous ne sont pas des mélenchonistes, je
pense moins s'en faut. D'ailleurs, on verra ce qui se passe. Dans les premiers jours, notamment sur les groupes, sur les réseaux sociaux, sur les groupes Telegram de ceux qui ont depuis le mois de juillet commencé à relayer l'appel au mouvement du bloquons tout, il y avait la volonté de ne pas être récupéré politiquement. Et on voit bien que ces appels à la non-récupération politique, ils ont diminué aussi parce que certains initiateurs du mouvement sont sortis assez vite quand Jean-Luc Mélenchon a fait un appel pour suivre ce mouvement. Il faut rappeler également, si on parle des Gilets jaunes, que les partis politiques, et c'est le cas également pour le Rassemblement national, comme pour la France insoumise, n'avaient pas réussi à être présents dans le mouvement des Gilets jaunes, même si à la fin, le vainqueur politique de ce mouvement, celui qui en avait tiré les fruits, c'était le Rassemblement national qui avait emporté les élections européennes, qui était le premier scrutin après le mouvement des Gilets jaunes. Mais Alexandre Huizier, est-ce que ce n'est pas ne pas respecter une certaine colère aussi que de l'ignorer en quelque sorte en expliquant que c'est complètement politisé et qu'il n'y a pas de vraies revendications derrière ce mouvement? Non, mais il y a forcément des revendications derrière ce mouvement. En fait, si vous voulez, quand on est dans un mouvement, je parle sous votre contrôle, où plus d'une majorité de Français se disent sympathisants, c'est que ce que les gens mettent derrière, en tout cas, vous avez raison de dire que là, on a un échantillon d'une participation, mais vous pouvez pas résumer le mouvement à 2 personnes qui viennent parler un soir à 23h sur une chaîne de télévision. Le mouvement dit quelque chose, pour moi, en tout cas, tel que la lecture que j'en fais, dit quelque chose, en effet, de cette incompréhension devant un président qui, malgré des défaites électorales, ne change pas de politique, renomme les siens, etc., etc. Et vous avez en effet quelque chose qui est la conséquence du plan Bayrou. Les choses prennent de l'ampleur après, et vous le savez très bien, après le 15 juillet. Donc c'est une réaction à une proposition politique qui consiste à continuer la politique menée par Emmanuel Macron et à n'en tirer aucune conséquence. Donc nous, notre rôle, les socialistes, c'est de proposer des solutions qui parfois rejoignent ce qui peut être dit. C'est-à-dire, quand j'entends des choses sur la répartition de l'effort et des richesses, du fait que c'est pas les 99% qui vont encore payer la facture qui leur est proposée. Vous parlez jamais des gens qui travaillent pas. Dans la répartition de l'effort, j'ai remarqué qu'à gauche, vous oubliez toujours les gens qui choisissent de ne pas travailler et qui restent à être payés sans travailler quand vous parlez de répartition de l'effort. Ce qui est en train d'arriver à notre société, c'est qu'elle se transforme en société d'héritiers dans laquelle le mérite, le travail individuel n'a plus de part. Lorsqu'aujourd'hui votre patrimoine est constitué à 65% de ce dont vous héritez, en 1980 c'était 30%, ça veut dire que vous ne parvenez plus par votre travail à accéder à des positions sociales. Est-ce que vous pouvez comprendre que le sujet, mais c'est la vérité des chiffres. Vous ne pouvez pas dire que le contester et c'est pour la France est en train de se figer, de se rigidifier dans une société. Parce que vous ne me répondez pas. Qu'est-ce que vous dites des gens qui choisissent de ne pas travailler parce que vous voulez répartir l'effort? Et les gens ne choisissent pas de ne pas travailler. Vous voyez, c'est ça la différence entre nous. C'est que pour nous, le chômage est involontaire, qu'il y a des problèmes de qualification des personnes, qu'il y a des questions qui sont, pour l'écrasante majorité des cas. 40% des gens au RSA de moins de 35 ans ne peuvent pas travailler. C'est notre analyse. D'accord. Et après, je n'ai pas, non mais c'est vous qui partez sur quelque chose de triqué, qui voyez pas ce qu'est la réalité de ce pays aujourd'hui. Vous pensez que les 7,5% de personnes qui sont au chômage, elles le sont parce qu'elles le désirent, parce qu'elles le veulent? Des gens qui sont au RSA et qui ont moins de 35 ans. Chômage ou RSA, en tout cas qui sont pas en activité, c'est la même chose. Expliquez-moi ce qui les empêche de travailler, monsieur. Expliquez-moi. Mais je connais pas votre chiffre, je sais pas d'où il sort. C'est exactement 36%. Je sais pas, donc je peux pas répondre à cette question. Écoutez, il existe où? Comment vous justifiez qu'on puisse choisir de ne pas travailler? Comment vous le justifiez? Mais comment vous dites qu'il y a des gens qui choisissent de ne pas travailler de cette manière-là? Qu'est-ce qui vous empêche de travailler? 40% de la jeunesse. Vous savez que parfois ça arrive qu'on n'arrive pas à trouver un boulot. Vous êtes au courant de ça? Mais parfois il faut pas juste traverser la rue. Vous connaissez ça? Vous savez qu'il y a beaucoup d'employeurs qui cherchent aussi des gens pour travailler. Et vous savez qu'il y a un problème de qualification dans ce pays où il y a justement, si vous écoutez même les employeurs, ils n'arrivent pas à trouver des gens. Je suis désolée de voir que malheureusement, peut-être que vous irez à Matignon, mais en partant avec un constat comme ça, à mon avis, vous y resterez 5 jours. Non, mais de toute manière, madame, ce que vous faites est de la diversion. Parce que même si on prenait, partons sur ce que vous êtes en train de dire. La fraude sociale dans ce pays, même dans les évaluations les plus hautes, les plus faramineuses, elle coûte 8 milliards d'euros. Et si je prends en plus les fraudes aussi des employeurs en prenant ça, 8 milliards d'euros, dont 6 seraient des fraudes des employeurs. Donc on revient sur 2 milliards d'euros. Quand je vous parle, moi, des fortunes qui se font et qui font que le sentiment d'égalité qui habite ce pays est en train d'être brisé, non, les gens sont essentiellement des héritiers justement aujourd'hui, et que les positions, vous pouvez répéter ça, si c'est des slogans, c'est pas intéressant. L'idée, c'est de dérouler un raisonnement. Donc moi, mon analyse de la société, c'est de dire que
aujourd'hui, cette société se fige, se rigidifie, et que les gens qui bossent n'y arrivent plus. Depuis, les gilets jaunes vous l'ont dit, les actifs qui ont mobilisé contre la réforme des retraites vous l'ont dit, et vous ne l'entendez pas, c'est votre choix. Je voudrais vous montrer ce qu'a déclaré Bruno Retailleau, aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, sur cette mobilisation du 10 septembre. Toute tentative de blocage des infrastructures essentielles à la vie de la nation devra être entravée en amont. Et puis il poursuit, face à la possibilité d'action ponctuelle et peu prévisible, la mobilité des forces placées sous votre autorité s'impose comme une absolue nécessité. Et c'est un télégramme qui a été envoyé au préfet. On est justement avec Régis Debord. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national adjoint CRS UNSA Police. Quelles sont les instructions que vous avez reçues ? Les instructions, elles sont claires. Hein. Le ministre les a détaillées. On n'acceptera pas d'exactions. Outre mesure, on a le droit de manifester en France. Après, on n'a pas le droit, de s'en prendre aux forces de l'ordre, aux institutions. Donc forcément, on aura énormément de fonctionnaires de police, énormément de compagnies de CRS déployées sur Paris et sur l'ensemble du territoire, pour éviter justement toute exaction, tout sabotage, tout blocage qui pourrait perturber le bien-être de tout le monde, quoi. Sentiment qu'il y a une inquiétude qui monte justement à l'approche du 10 septembre. L'inquiétude, on sait que c'est quand même une manifestation qui est quand même très à risque. On a bien senti sur tous les réseaux sociaux qu'il y avait des appels depuis plusieurs semaines à bloquer et à bordéliser un peu partout en France. Donc le plus dur, c'est pas comme une manifestation lambda où on a un défilé qui est quand même beaucoup plus simple à encadrer, où là ça reste du maintien de l'ordre. Là, ça risque d'être du rétablissement de l'ordre, tout simplement parce que il risque d'y avoir des petits groupes à droite à gauche qui vont s'en prendre au milieu urbain ou à des bâtiments publics ou à des infrastructures. Et là, c'est plus compliqué parce que les personnes qui s'en prennent à tout ça, sont beaucoup plus mobiles. Donc là, c'est beaucoup plus difficile, tout en restant en plus dans le schéma du maintien de l'ordre, qui en France est au maximum pour éviter qu'il y ait des blessés de part et d'autre. Donc forcément, ça risque d'être plus compliqué, effectivement. Ouais. Maurice Safran, on le sent assez exaspéré. Il nous dit des mots comme bordélisé. C'est vrai qu'il s'attend à un vrai bazar dans les rues. Ça fait maintenant plusieurs années que des groupes d'extrême gauche, généralement, effectivement, à la fin des manifs, cassent les boutiques, s'attaquent, ça c'est indiscutable. Effectivement, pour les forces de police, c'est un vrai problème. Maintenant, on est dans une situation totalement particulière. Mercredi 10 septembre, Bruno Retailleau sera toujours ministre de l'Intérieur, mais il ne sera plus ministre de l'Intérieur. Il y aura le gouvernement, mais il y aura plus de gouvernement. On est dans une situation politique totalement bizarre. Il faut bien voir que ce pays, sur le plan politique, est en train de devenir complètement dingue. C'est ça qui est quand même, pour les Français de droite, de gauche, qui votent pour le Rassemblement national, qui votent pour les socialistes, etc., c'est une situation sous la Ve République, et même sous la 4e, je crois, ce type de situation n'a jamais existé. On est dans une situation extrêmement particulière. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Personne ne sait aujourd'hui. Et effectivement, pour les Français, c'est très inquiétant. Est-ce que Maurice Safran en fait trop quand il dit non, pas du tout. Que le pays est en train de devenir dingue? Non, mais pas du tout. Maurice Safran refait écho à quelque chose que j'ai beaucoup entendu moi dans la semaine, c'est le sentiment, et on le voit dans nos chiffres évidemment, c'est le sentiment finalement quand on regroupe toutes les données qu'on mesure depuis 15 jours, 3 semaines, depuis la rentrée, qui s'opère sous un climat très différent des mois de juin et juillet. C'est le sentiment qu'ont les Français que le pays est dans une impasse finalement. Et qu'ils sont eux-mêmes dans une impasse, souvent dans leur situation personnelle, mais que le pays est dans une impasse parce qu'il n'y a pas d'issue pour l'instant politique, il n'y a pas d'issue sociale à leur mécontentement, parfois à leur colère. Tout le monde n'est pas en colère, hein, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une part de mécontentement, une part d'exaspération. Il y a des Français qui évidemment expriment ça aussi de manière plus modérée, il y a des Français qui tournent le dos à la politique, qui expriment plutôt eux leur indifférence finalement parce qu'ils sont lassés du spectacle. Mais en tout cas, il y a un point commun, c'est la perception que l'issue n'est pas pour tout de suite. Sans doute qu'ils attendent
Vous savez, quand on demande finalement qu'est-ce qui peut être utile pour faire changer la situation, c'est toujours l'élection présidentielle qui arrive en tête. Ça, c'est intéressant. Avant les grèves, avant les manifestations, on dit que les Français sont lassés de la politique, et parfois on le voit, mais on attend toujours de l'élection présidentielle qu'elle redonne un élan. On a envie d'y croire toujours pendant les quelques semaines d'une campagne électorale. Ouais. Aurore Malval, on sent qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de cette journée du 10 septembre. Est-ce que ça pourrait influencer Emmanuel Macron quant au choix sur le nouveau Premier ministre ? En tout cas, on voit bien que pour Emmanuel Macron, il y a une urgence. C'est-à-dire que lorsque le gouvernement de François Bayrou va tomber lundi, il va falloir, en tout cas pour lui, si il ne veut pas dissoudre, et c'est un petit peu ce qu'on entend aujourd'hui, qu'il privilégierait l'option effectivement de renommer un Premier ministre, qu'il ne veut pas non plus, qu'il n'entend pas démissionner, mais aller jusqu'au bout de son mandat, alors que la pression s'accentue. Donc il doit aller vite pour effectivement empêcher que le pays reste comme il l'a été d'ailleurs de longues semaines à chaque fois qu'on a changé de gouvernement, que ce soit l'été dernier ou que ce soit après la chute du gouvernement de Michel Barnier. Et d'ailleurs, quand on entend tout à l'heure les deux personnes qui étaient là, mais qui un discours en disant on demande le départ du président Macron. Parce qu'effectivement, une manifestation, pour qu'elle réussisse, enfin c'est un petit peu ce qu'on observe, il faut qu'elle ait un mot d'ordre, il faut qu'il y ait un but. Effectivement, c'est beaucoup plus facile de mobiliser avec un mot d'ordre, une idée claire. C'était le cas contre la réforme des retraites, c'était le cas aussi, ça aurait pu être le cas avec cette histoire des 2 jours fériés, mais qui aujourd'hui tombe de fait, puisque avec le gouvernement de François Bayrou. Par contre, reste ce point de blocage, effectivement, qui, on le voit dans vos sondages, est identifié par les Français, c'est la question de la démission, de l'éventuelle démission d'Emmanuel Macron. Et je ne pense pas que ces deux jeunes soient des factieux lorsqu'ils en parlent, puisque d'autres personnes, d'ailleurs, Jean-François Copé est un factieux. Jean-François Copé, Valérie Pécresse. Mon propos, j'ai pas dit ça. J'ai dit parce qu'ils appellent au soulèvement. Non, mais c'est quand même différent. Ils ne demandent pas seulement la démission du président de la République. Mais effectivement, ils appellent au soulèvement. Cette question, elle se pose et elle se posera. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron est pris aujourd'hui dans une urgence, en tout cas, de continuer et de voir effectivement je dirais la pression qui sera mise par la Russie. Il y en a une, eh bien, elle sera aussi déterminante pour la suite, je pense. Et ceux qui appellent à la démission du président de la République, j'espère qu'ils ont bien en tête que ce serait une campagne présidentielle qui durerait 2 mois. Le président de la République pourrait aujourd'hui. C'est 40 jours. Oui. On pourrait imaginer certains appels à la démission du président de la République qui interviendrait dans 6 mois. Mais avec la situation internationale telle qu'elle est, ce serait terrible. Un président de la République qui annonce sa démission, comment peut-il aller négocier pour l'Ukraine? Comment peut-il aller négocier sur n'importe quel sujet? Enfin, il faut quand même se rendre compte qu'on peut ne pas aimer le président, mais ce qui reste aujourd'hui encore comme point de stabilité en France, c'est le président de la République. Alors, on peut essayer d'avoir une majorité, par exemple, si vous avez une majorité à l'Assemblée nationale, effectivement, et qu'il y ait une vraie façon de gouverner, oui, mais le président de la République, c'est le pôle central et c'est le pôle de stabilité qui nous reste, et on n'est pas tout seul dans le monde. Ouais. On a des partenaires européens, on est à l'international, il y a une crise internationale qui vraiment est très grave, et on voudrait comme ça se dire, je pars dans 6 mois. Mais ce n'est pas possible. Ça y est, on est quand même dans une situation politique extrêmement paradoxale. Je ne sais pas dans quelle démocratie, à un an d'écart, les 2 principaux responsables politiques du pays, le président de la République avec la dissolution incompréhensible, y compris pour son entourage le plus proche, et le Premier ministre qui choisit de se suicider, qui choisit clairement depuis le mois de juin en réalité de mettre en place. On va définitivement vous perdre s'il dissout à nouveau, en fait. Donc on est quand même dans une situation politique absolument exceptionnelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je ne vois pas autre chose qu'une autre dissolution. Et que quelqu'un prenne une majorité. Sinon, effectivement, on va tourner en rond. Mais j'aurais aimé aussi peut-être qu'au sein de l'Assemblée, je pense que si François Bayrou n'avait pas pris cette décision complètement stupide de demander la confiance en disant que c'est pas la confiance, alors ça aussi c'était un imbroglio, je pense qu'il y avait une possibilité peut-être de négocier sur le budget. Mais attendez, juste pour réagir là-dessus, s'il vous plaît, sur la dissolution. Allez. Nous, pourquoi nous essayons de trouver une solution politique dans l'Assemblée telle qu'elle se présente? Tout simplement parce que l'Assemblée, finalement, ressemble à l'état du pays. En fait, il y a une tripartition dans ce pays. Tout le monde est au courant, je crois. Donc il y a 3 pôles qui sont sur des positions politiques différentes. Et donc la réalité, c'est qu'il est fort à parier que une assemblée peut-être avec des équilibres un petit peu différents émergerait, mais qui quand même reflèterait à nouveau cette tripartition. Donc de toute manière, à partir du moment où nous en sommes là où nous en sommes, nous ce que nous proposons, c'est de tenir compte du résultat d'élection, d'aller chercher avec un gouvernement de gauche ensuite des compromis, parce qu'en effet, je ne suis pas aveugle sur le fait que
mes collègues députés socialistes ont eu pour électeurs du second tour des députés de Renaissance et du Front républicain, et vice-versa. Si nous sommes fidèles à l'esprit de cette élection que le Front républicain, que le Rassemblement national appelle tambouille, mais que les Français ont choisi, et que vos sondages montrent d'ailleurs qu'ils plébisciteraient à nouveau dans le cadre d'une dissolution nouvelle. C'est plus équilibré. Alors vous nous direz, mais en tout cas que, contrairement à ce qu'on dit, il n'est pas en affaissement. Il n'est pas en affaissement. Voilà. Pour vous répondre tout de suite, les électeurs de gauche et les électeurs du bloc central, ils sont toujours favorables. Mais au global, une majorité de Français y est légèrement défavorable. Donc il va bien falloir qu'on trouve une solution politique, et nous c'est ce que nous proposons. Et je finis juste, parce qu'il faut dire la vérité lorsqu'on est à la télévision. Ce ne sont pas 35% des Français de moins de 35 ans qui sont RSA, c'est 35% des bénéficiaires du RSA qui ont moins de 35 ans. Ça change tout. Dire que 35% des Français sont au RSA de moins de 35 ans, c'est exactement ce que vous avez dit. 36% des gens qui sont au RSA ont moins de 35 ans. Dans ce cas-là, c'est tout à fait explicable, madame, parce que lorsque vous êtes en train de vous insérer sur le marché du travail, évidemment que c'est le moment où vous avez le maximum de difficultés pour en trouver. C'est pas que les gens sont particulièrement feignants à cet âge, c'est juste qu'ils ont plus de galères que les autres. Bon, on évoque à présent, pour calmer le plateau, le c'est dommage parce qu'il a voulu reprendre mon chiffre qui était bon. Je suis désolée pour vous, votre collaborateur a masqué son travail. Vous permettez que j'en place une. Je regarde moi-même les choses, vous savez, j'ai pas besoin de collaborateur. Surtout à cette heure. On va évoquer ce pauvre soldat Bayrou qui n'a pas décidé de déposer les armes. Il a fait le tour des plateaux télé, des radios cette semaine. Pour dire quoi? Alors sûrement pas au revoir. C'est pas une tournée entre guillemets d'adieu. Un défaut que je n'ai pas, c'est d'être défaitiste, c'est de considérer que tout est écrit, il suffit de baisser les bras. Bon, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais c'est pas du tout, de mon point de vue en tout cas, je sais pas ce que Bernard et mes camarades en pensent, c'est pas du tout le pauvre soldat Bayrou. C'est un choix délibéré qu'il fait depuis le mois de juin. Il a choisi. Alors vous ne comprenez pas le second degré. Vous êtes très décevant. On peut dire qu'il a été maladroit, qu'il n'a pas réussi dans son dialogue avec les Français, etc. Mais il a choisi dès le mois de juin de sortir. Et de sortir par le haut en s'inscrivant dans l'histoire. Il a la prétention... Il sort par la grande porte pour vous? Il a la prétention de sortir, non pas par la grande porte, de s'inscrire dans l'histoire. En tout cas, c'est ce qu'il espère quand même. D'être celui qui prendre date et d'être celui qui aura dit aux Français la vérité sur la dette. Donc c'est tout sauf le pauvre soldat Bayrou. Alors, effectivement, Maurice a raison, il veut prendre date, c'est incontestable, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il sort de cette séquence extrêmement affaibli. Oui. 12% de Français qui lui font confiance, nettement moins d'1 sur 2 dans le camp macroniste. On voit bien que l'opération responsabilisation, certains ont dit dramatisation, n'a pas fonctionné pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure sur les mesures. En revanche, l'alerte sur le déficit, elle est entendue. Et on voit bien que la préoccupation des Français sur la dette est montée tout au long de l'été. C'est maintenant le deuxième sujet de priorité des Français après le pouvoir d'achat. Mais entre le diagnostic et la solution, le diagnostic et le remède, il y avait un pas qu'effectivement François Bayrou n'a pas réussi à franchir. Ce qui est intéressant, c'est de voir la stratégie de communication qu'il a utilisée tout au long de cette semaine. Finalement, pour aller chercher la confiance de 577 parlementaires, il a choisi de parler plusieurs fois à des millions de Français. Il voulait la confiance des parlementaires ou des Français? Il voulait que les Français fassent pression sur les parlementaires et que l'opinion bouge pour que les parlementaires se disent on ne peut pas ne pas voter la confiance. Mais il n'a pas été audible dans cette tentation. Laurent Saillet est exaspéré par cette stratégie. Ce que je ne comprends pas dès le départ. Je voudrais juste vous montrer, vous pourrez continuer, mais l'image du jour, c'est peut-être la dernière image du couple exécutif. Regardez, c'est Emmanuel Macron et François Bayrou qui étaient réunis ensemble. Je vous promets que vous allez voir cette image. Elle arrive dans un instant. Ça vaut le coup puisque c'est sans doute la dernière image où on les verra réunis ensemble, en tout cas à leur poste respectif. C'était dans la cour des Invalides à Paris cet après-midi, cérémonie d'adieu aux armes du général d'armée Thierry Burkhardt. Il peut le renommer, hein. Enfin là, c'était une blague. Non mais il va rester Premier ministre. Tant qu'il n'y a pas un nouveau Premier ministre, il restera. Peut-être est-il sur la photo. Je pense que François Bayrou rêvait d'être Premier ministre. Il a réussi. François Bayrou rêvait de rester plus longtemps que son prédécesseur. Il a réussi. À partir du moment où il avait coché ces 2 cases, d'autant plus qu'il a été déstabilisé personnellement par les attaques qu'il a subies aussi, notamment sur l'affaire Betaram, je pense qu'il avait décidé de partir. Et le fait qu'il concocte son budget en catimini
avec 2 ministres qui sont pas les plus proches des Français, sans vouloir leur jeter la pierre, mais je pense qu'ils sont plus techno que les mains dans le cambouis. Déjà, ils partaient sur une base qui était absolument affolante. Vous avez un bloc central qui déjà est pas hyper fan de Bayrou pour certains. Chez LR, c'est pas la folie. Je vous confirme que c'est pas forcément la personne. Je veux dire, regardez l'interview de Nicolas Sarkozy cette semaine, je crois que tout le monde a compris la position de LR sur le sujet. Et vous ne parlez pas à vos ministres ou aux chefs de parti ou aux chefs de groupe à l'Assemblée ou au Sénat pour leur dire voilà mon projet de budget. Vous leur annoncez un truc complètement explosif. C'est pour ça qu'il emporte tout le monde dans sa chute. Parce que pour le bloc central, c'est très compliqué. Chez LR, c'est très compliqué de prendre des positions. Donc il amène avec lui, en plus, ses partenaires dans, si vous voulez, les méandres de l'inconnu. C'est dur pour LR de prendre position et ils l'ont fait quand même ces derniers jours. On a assumé nos responsabilités. Vous avez même tapé sur ce pauvre soldat Bayrou. Non, mais on assume nos responsabilités. Maintenant, on a un Premier ministre qui a tout seul dans son coin, sans prévenir ses ministres, les partenaires de sa coalition, qu'il allait se faire un suicide collectif. Donc la question ça ne vous rappelle rien, monsieur le député? Ça ne vous rappelle pas le président de la République il y a un an, qui prend la décision de la dissolution sans consulter ses ministres, sans consulter son entourage, sans consulter personne. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'à un an d'écart, le même processus se reproduit. D'abord avec le président et ensuite avec le Premier ministre. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Je sais que tout le monde va me détester, mais je voudrais juste rappeler que avant que vous détestez là. Pas grave, j'assume. Juste avant la décision du président de la République, quand même, LR, par la voix d'Éric Ciotti, avait dit s'il n'y a pas de budget rectificatif, on veut une dissolution, on va faire tomber le gouvernement. Le RN demandait la dissolution. C'est la faute des LR, il n'était pas. Non, mais je veux dire. Il n'était pas tout seul à vouloir la dissolution. Tout le monde poussait en demandant la dissolution. Pas du tout. Enfin, pardon, mais vous êtes en train de refaire l'histoire. Je crois que c'est vrai qu'à l'automne, il était pas censé avoir de budget. Reprenez les propos d'Éric Ciotti à l'époque. Pardon, Éric Ciotti. Il était encore à LR. Au lendemain des élections européennes ou au soir des élections européennes, c'est pas forcément le meilleur représentant des Républicains. On se souvient tous de cette image. À l'époque où il était. De cette image de forcené reclus au siège des Républicains, sans avoir les clés. Donc, non, on peut pas dire que Éric Ciotti à ce moment-là était la voix des Républicains. D'ailleurs, il a été largement désavoué. Et d'ailleurs, il a été tellement désavoué que nous sommes en pleine révision des statuts et le vote est ouvert. Donc, je dis aux adhérents, les Républicains qui nous regardent ce soir, ils sont nombreux puisque nous sommes le premier parti de France en nombre d'adhérents avec 150 000 adhérents. Nous avons changé les statuts pour pouvoir destituer un président qui irait contre l'intérêt des Républicains du parti. Ce qu'a évidemment, on n'a pas pu faire avec Éric Ciotti, ce qui nous a emmené avec tout cet imbroglio et en partie à la situation dans laquelle Donc vous voulez destituer Retailleau? Non, mais tout président qui manquerait à ses devoirs, c'est parfaitement normal que les adhérents, puisque nous sommes dans une association, puissent pouvoir mettre un terme à ces fonctions. Je voudrais qu'on avance et je vais vous donner la parole dans un instant, mais je voudrais vous faire écouter d'abord Laurent Wauquiez, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, qui était sur BFM TV et qui lui dit que finalement un gouvernement PS ou RN, c'est pas une ligne rouge. Prenons le même scénario dans l'autre sens. Olivier Faure d'un côté, Jordan Bardella de l'autre. Vous censurez pareillement. Non, et là-dessus, je veux être bien clair. On a pris un engagement, nous. On ne censure pas. C'est-à-dire qu'on ne censurera pas un gouvernement socialiste, on ne censurerait pas un gouvernement du RN. Pourquoi? J'essaie d'être cohérent avec ce que je vous dis. Je vous dis que je suis pour la stabilité politique. Nous ne faisons pas partie de ceux qui font tomber des gouvernements dans ce pays. Tout simplement parce que, quel qu'il soit, je pense que l'instabilité est catastrophique pour le pays. Sauf que quelques heures plus tard, petit recadrage de Bruno Retailleau qui affirme ceci sur X. La droite refusera toujours la politique du pire pour la stabilité du pays, mais il n'est pas question de cautionner la pire des politiques. Si LR a accepté d'entrer au gouvernement, c'est justement pour empêcher la gauche d'accéder au pouvoir. Il ne peut pas y avoir de chèque en blanc. Ça vous a fait une fausse bonne nouvelle, Alexandre Ouizille. Ça m'a surtout fait rire, si je puis être honnête avec vous, parce que ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'on entend Laurent Wauquiez, moi j'entends les sous-titres. Les sous-titres, c'est « Faites-moi descendre Bruno Retailleau le plus vite possible du gouvernement ». C'est ça qu'il y a derrière. Quand il vous dit « Je soutiendrai n'importe quel gouvernement, les socialistes, le RN », moi ce que j'entends, c'est « Faites-moi vite descendre Bruno Retailleau du gouvernement ». Et en effet, bon courage au LR, parce qu'il continue à parler en patron des LR. Il dit « Les Républicains », je veux dire, avec un aplomb, alors que Bruno Retailleau le corrige dans l'après-midi. Vous avez du boulot avec des forcenés reclus dans des bureaux, peut-être encore pour un petit moment. En résumé, pourquoi il y a tant de tensions là dans la partie? Écoutez, la ligne est très claire. Elle a été annoncée par Bruno Retailleau. C'est on est rentré au gouvernement pourquoi? Pour éviter d'avoir
1, le programme du NFP qui s'applique, que nous combattons. 2, Rima Hassan, ministre des Affaires étrangères. 3, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Et 4, Hugo Bernalicis à Beauvau. Voilà. Donc, cette politique du pire, c'est pas pour l'avoir appliquée maintenant. Donc, évidemment, s'il y a un gouvernement... Laurent Wauquiez dit qu'il ne censurerait pas. Il faudra lui demander. Mais nous, en tout cas, chez les Républicains, la ligne est extrêmement claire. Elle est partagée par les militants. Demain, on a tout ce week-end les universités d'été de rentrée des Républicains à Port-Marly dans les Yvelines. Vous pourrez venir interroger tous les militants. Et je peux vous assurer qu'il n'y a aucun des militants les Républicains qui désire soutenir un gouvernement PS qui applique le programme du NFP. Enfin, on est sur une ligne où on veut baisser les impôts, donner plus de liberté aux Françaises et aux Français, revaloriser le travail, faire en sorte, et vous aviez raison tout à l'heure quand vous parliez de la société d'héritage, faire en sorte de lutter contre la société d'héritage en remettant au goût du jour la méritocratie républicaine. C'est pas avec un programme du NFP qui va à l'encontre de tous ces principes que nous allons réussir. Donc, évidemment que nous censurons un gouvernement PS qui appliquera le programme du NFP. Un tout petit peu sur LR, ce qui est plus compliqué, évidemment, c'est la ligne politique. On voit bien que les électeurs, les sympathisants LR eux-mêmes sont très partagés. La semaine dernière, vous en souvenez, nous avons mesuré une intention de vote législative et on demandait aux électeurs LR qu'est-ce qu'ils préféreraient comme alliance pour LR. Entre une alliance avec l'Union des droites, avec le Rassemblement national, la candidature autonome de LR, comme ça a été le cas aux législatives de 24, ou alors l'alliance avec le bloc central, la majorité présidentielle. Grosso modo, je rentre pas dans les chiffres, il y avait à peu près 3/3. Donc on voit bien que c'est compliqué pour LR de choisir et d'arbitrer sur une ligne parce que les adhérents, et sans doute aussi les dirigeants, ne sont pas sur la même ligne. Je voudrais juste préciser une chose. L'année dernière, lorsqu'il s'agissait de choisir le Premier ministre avant Monsieur Barnier, la position de LR était la suivante. Nous censurerons tout gouvernement avec un membre de LFI. C'était cette position-là. Et je pense que là où il y a une incompréhension dans les propos de Laurent Wauquiez tels qu'ils ont été interprétés, c'est qu'il voulait redire la même chose. Il n'y a pas de censure de principe, c'est-à-dire que c'est pas parce que ça va être le PS par principe. Néanmoins, si la politique qui est proposée par le nouveau gouvernement... C'est pas ce que dit Bruno Retailleau, c'est le PS par principe. Il dit pas la même chose, parce que si vous lisez bien le tweet, c'est très subtil et chacun joue sur les mots. Mais moi, ce que j'ai compris, et on peut quand même, je sais que tout le monde adore attaquer Laurent Wauquiez, j'étais sa porte-parole, donc le Wauquiez bashing, j'en ai mangé pendant 2 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous reprenez la position de LR l'année dernière, c'était pas un LFI au gouvernement. Mais c'était pas un PS au gouvernement l'année dernière. Mais là, il n'a pas parlé de LFI, il a parlé oui, mais justement, qui applique le programme du NFP. Là, il n'est pas question d'un ministre PS. C'est une réunion de section LR. J'essaie de rétablir. Mais il y a une proposition du Parti socialiste. Mais on essaye de décrypter le Laurent Wauquiez. Il y a une proposition du Parti socialiste de former le gouvernement. C'est pas un ministre socialiste dans le gouvernement, c'est un gouvernement dirigé par le PS. Maintenant, il faut être clair. Oui, ça c'est sûr. Notre ami socialiste dit la vérité, c'est incontestable. C'est une avancée contre Retailleau. C'est absolument évident. Wauquiez n'a absolument pas renoncé au combat frontal contre Retailleau. Cette défaite. Est-ce que vous avez envie de vous raconter cette histoire? Cette défaite. C'est quoi? Elle a raconté, je pense qu'à peu près. Laurent, tu n'es plus porte-parole de Laurent Wauquiez. Tu peux te lâcher. Éclatante. Mais j'aime la justice et la vérité. S'il vous plaît, je vais donner la parole à quelqu'un qui va tous nous mettre d'accord. C'est Patrick Stefanini. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le représentant spécial du ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous avez compris quelque chose à ces dernières déclaration? Écoutez, d'abord, j'ai pas la prétention de mettre tout le monde d'accord. Je voudrais m'en tenir à des analyses assez simples. D'abord, il y a quelques jours, le représentant du Parti socialiste, Olivier Faure, a présenté un programme de gouvernement qui comporte, en matière budgétaire, des hausses d'impôts assez significatives. Ça n'est pas ce que souhaitent les Républicains, ça n'est pas ce que souhaite le président des Républicains, qui l'a donc dit avec beaucoup de clarté. Nous ne soutiendrons pas un gouvernement qui serait dirigé par le Parti socialiste sur la base du programme qui a été présenté il y a quelques jours par monsieur Olivier Faure. J'ajoute, deuxième élément qui me paraît très important, il me semble que par rapport à la situation politique qui était née de la dissolution, il me semble qu'il y a eu, au cours des dernières semaines,
une évolution importante qui est la dissociation, désormais quasi-officielle, entre la France insoumise et le Parti socialiste. Alors, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion ? Si François Bayrou devait ne pas obtenir la confiance lundi, il me semble que une des cartes dont dispose encore le président de la République consisterait à désigner un Premier ministre issu du socle commun, avec comme mandat de négocier non pas avec le Rassemblement national, puisque le Rassemblement national a clairement dit qu'il souhaitait une dissolution et donc qu'il censurerait tout nouveau gouvernement, mais de négocier avec le Parti socialiste, non pas pour amener au poste de Premier ministre un membre du Parti socialiste, mais pour voir s'il peut y avoir, pour une période limitée, les 18 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle, un accord à minima permettant d'éviter la censure par le Parti socialiste d'un nouveau gouvernement. Alors ça implique des discussions, avec le Parti socialiste. Alexandre Wizy, justement, sur ce que vous venez de dire, Patrick Stefanini. Ça implique des compromis, ça implique d'ailleurs que le socle commun fasse des compromis. Je ne suis pas certain qu'il y parviendra, mais voilà, mon analyse, c'est que la première solution qui s'offre au président de la République est probablement la seule en termes de constitution d'un gouvernement, c'est celle que je viens d'indiquer. Ouais, je ne vous félicite pas, vous n'avez mis personne d'accord. Alexandre Wizy. Non, mais ce qui m'intéresse dans ce que dit Monsieur Stefanini, c'est cette incapacité qui est la sienne à se projeter dans l'envers de ce qui a été attendu de nous l'année dernière. L'année dernière, ce qui a été attendu de nous, et ce que nous avons évidemment voulu, c'est de ne pas être au gouvernement, mais d'être en capacité de faire un accord de non-censure pour que la France ait un budget, même si ce n'était pas notre budget, même si pour nous il était très imparfait, etc. La solution politique que nous proposons maintenant que François Bayrou y a échoué, puisque c'était son diagnostic, sa vision et son plan, c'est l'inverse, c'est-à-dire un gouvernement de gauche qui renonce à l'utilisation du 49.3 pour trouver les conditions de la non-censure avec les forces du bloc central, du socle commun, en tout cas de ceux qui ont fait Front républicain, à minima. Vous voyez bien, quand même, c'est assez intéressant, cette incapacité qu'a Monsieur Stefanini à penser le revers de ce qu'il a exigé, du Parti socialiste l'année dernière, alors même que, quand même, le contexte que nous venons d'évoquer en entrant dans ce plateau du 10 septembre, du 18, montre l'aspiration au changement de politique. C'est ça que je trouve assez pour moi, ça renvoie à quelque chose de très profond, c'est le sentiment toujours d'illégitimité de la droite lorsque la gauche est appelée à revenir aux affaires. D'ailleurs, faites-nous confiance. Regardez sur les 20 dernières années, qui a le mieux réduit les déficits? C'est Lionel Jospin et c'est sous François Hollande. Donc peut-être qu'il faut maintenant nous passer le bâton pour que nous puissions amener le pays à bon port. Est-ce que vous me permettez de vous dire que quand Monsieur Faure dit directement tout ce qu'il annonce, revenir sur la réforme des retraites, augmentation d'impôts, etc. Vous arrivez bille en tête avec les choses qui rendent la droite hystérique. Comment vous voulez faire un accord? Vous vous rendez compte quand même? Vous voulez dire qu'il faut commencer assez haut, c'est aussi la stratégie du Parti socialiste. Mais là, ça braque tout de suite. Vous vous rendez compte? Vous n'aurez jamais. Les mesures que nous proposons, j'en suis convaincu, et nous le verrons dans les prochains jours parce que les sondages seront faits, etc. Les mesures que nous proposons sont toutes quasiment majoritaires dans le pays. Vous en êtes conscient? Mais comme pour l'immigration, monsieur, est-ce que pour l'immigration, il y a 85% des Français qui veulent des mesures plus drastiques? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Donc le sujet là, c'est de faire. Je vous renvoie la chose. Une question, c'est celle de la non-censure d'un point de vue budgétaire. Donc, si vous voulez, nous, et vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'en fait, en renonçant au 49.3, on part évidemment de nos positions. Vous n'allez pas nous demander de défendre les positions de LR. Ce serait peut-être trop beau pour vous, mais trop dur pour nous. Vous partiez dans la radicalité, donc vous ne pouvez pas avoir de négociation. Vous parlez de radicalité, un plan qui fait en même temps de la réduction des déficits. Mais vous ruinez la France avec votre plan. Je suis désolé. Vous ruinez la France. Mais oui, bien sûr. Excusez-moi, monsieur, mais je vous l'assure. Non, mais on s'arrête là-dessus. Lorsque vous regardez, vous savez sur quoi on s'est calé? Sur la perspective OFCE, c'est-à-dire qu'on a repris les macroéconomistes de l'OFCE, qui n'est pas une officine gauchiste, et on a repris leur scénario de réduction de la dette. Donc, ce qui ruine la France, ce qui ruinerait la France, c'est une consolidation trop rapide,
à la grecque, qui casserait le carnet de commandes des entreprises, qui, selon l'OFCE, ramènerait le chômage à 9%. Vous y étiez attaché tout à l'heure à la question de l'activité. Parlez pas trop des entreprises, donc, monsieur, parce que j'en parle sans aucune honte. J'en parle sans aucune honte, parce que notre projet est beaucoup plus pro-activité, parce qu'il ne détruit pas le carnet de commandes des entreprises en contractant de manière folle la dépense publique dans ce pays. Voilà ce que nous proposons. C'est-à-dire un chemin de justice. Mais en tout cas, ce que vous disiez, c'est la proposition de départ des socialistes. Patrick Stefanini a prononcé le mot magique compromis. Oui. Et ce qu'on vient de voir là, c'est la caricature de la vie politique française où en réalité il y a une incapacité à ce fameux compromis qui existe chez les Allemands, qui existe en Europe du Nord, qui n'existe pas chez nous. Cette incapacité au compromis. Au programme du Parti socialiste, il s'agissait aussi de dire il est impossible de faire une coalition qui irait jusqu'à LR. Et c'est aussi le but d'avoir présenté ce contre-budget qui soit maximaliste entre guillemets parce qu'il n'est pas tout à fait, il n'est pas maximaliste et c'est pas celui qui était dans le programme du Nouveau Front Populaire. Mais c'était aussi pour montrer, enfin en tout cas du côté des socialistes, un coup pour pousser le plus possible et surtout refuser cette grande coalition qu'Emmanuel Macron aurait appelée de ses vœux. Merci Maurice. Une phrase, allez-y. On voit bien en tout cas que si compromis devait y avoir, l'obstacle majeur serait le sujet de la réforme des retraites. Vous êtes décidément parfait, Bernard. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Vous le disiez il y a un instant, Maurice Safran, je ne vous redonne pas la parole, ne parlez plus. Non, mais vous le disiez il y a un instant, il est impossible de trouver finalement des compromis. Eh bien, c'est ce qu'on va voir pendant ce match.